et l'envoi des troupes américaines en juillet sur le sol vietnamien afin de maîtriser la menace communiste, bien sûr, des groupes d'insurrection dans ce pays. La SDS a été d'abord fortement divisée quant à la démarche à suivre, car les intentions du gouvernement, au début, semblaient honnêtes à prime abord, puisque l'armée promettait de ramener la paix dans ce pays rapidement, secoué de violence et de terrorisme depuis quelques décennies. Lyndon Johnson, le successeur démocrate de Kennedy, ne pensait pas que repousser les rebelles allait être compliqué. Bien sûr, c'est lui, Lyndon Johnson. Depuis 1965, voyant que la guerre du Vietnam ne serait pas réglée rapidement, la SDS se ressaisit puis organise des protestations étudiantes anti-guerre car elle se prononce contre la guerre du Vietnam. Bien qu'ils soient protégés par le droit d'aller à l'université, tous les étudiants sont cependant unis sur un point qui va les motiver, c'est que personne, ou presque personne, ne veut être conscrit pour aller se battre au Vietnam, sans surprise, parce que oui, c'était la conscription. Donc nous arrivons à la partie 3 du livre, qui est les hostilités du Vietnam. Quelques statistiques. Le 17 avril 1965, 25 000 étudiants manifestent à Washington contre la guerre du Vietnam, car il y a à peu près le même nombre de soldats américains qui combattent en Asie. Ça va escalader rapidement parce qu'à la fin de l'année, les soldats atteignent 184 000, puis 385 000 l'année suivante, et pour finir au summum de quasiment un demi-million en 1968. Quand même, la guerre s'intensifie rapidement. En 3 ans, 1,5 million de tonnes de bombes sont lancées dans le pays, au Vietnam par l'armée américaine. Donc c'est pas mal de violence. À l'instar de la montée de violence en Asie, on assistait aussi à une montée de violence en Amérique aussi. Deux exemples flagrants se déroulèrent tous deux en juillet 1967. Des émeutes de cause raciale ayant commencé comme manifestation de désobéissance civile dégénèrent très rapidement. Notons par exemple Newark avec 26 morts et puis Détroit, car oui, il y a eu des manifestations très violentes à Détroit en 1967 avec 43 morts, dont la plupart sont des Noirs américains. Bilan, en plus des décès susmentionnés, des milliers de personnes furent blessées et incarcérées. Les infortunés étant en majorité noirs américains. Quand la police puis l'armée sont intervenus, ils n'ont pas réglé la situation tout de suite, mais bon, quand même augmenté le nombre de victimes. L'été 1967 est surnommé Vietnam Summer par Gatlin, l'auteur, notamment en rapport à de puissantes protestations organisées par la SDS contre la guerre du Vietnam. Les Days of Rage, comme nomme l'auteur, de la Nouvelle Gauche commence à se faire sentir, car elle n'avait pas à ce moment quasiment aucune confiance envers le gouvernement, que la SDS appelait The Pigs, les cochons. Alors que les tensions sociales augmentent, la police intervient de plus en plus brutalement dans les manifestations, et pour la première fois depuis 1945, les démocrates perdaient rapidement l'appui du peuple américain. Puisque rien ne marchait, et pour qu'elle se fasse entendre par le gouvernement qui ne pliait pas et continuait à bombarder incessamment le Vietnam, à la fin des années 1967, la Nouvelle Gauche cessa graduellement de promouvoir la non-violence au profit de méthodes plus brutales. Entre 1965 et 1967, plus le gouvernement redoublait son effort de guerre, plus les manifestations anti-guerre justement s'intensifiaient, plus la Nouvelle Gauche refusait farouchement les politiques étrangères du gouvernement, et plus elle se radicalisait. D'ailleurs, on va parler des inspirations de la Nouvelle Gauche, spécialement des étudiants, venant en fait du camp adverse, Fidel Castro, que vous voyez ici, Che Guevara, etc. Gatlin et ses lieutenants de la SDS se sont même rendus à Cuba en 1967 pour faire un petit voyage et aller voir Castro. Nous arrivons à la partie 4,
qui est 1968, année très remplie. L'année 1968 a été un point tournant dans la lutte de la Nouvelle Gauche. Son déclin de la Nouvelle Gauche s'annonçait. Cette année, le nombre de jeunes accusés ou soupçonnés de trouver des excuses, non valides évidemment, pour éviter le service militaire s'élevait à 200 000. Quand même, c'est signifiant. Le pourcentage de la population nationale qui pensait que la guerre du Vietnam était une erreur augmentait de 32 à 46% à 49% en avril 68. Donc là, il y avait la moitié de la population qui pensait que la guerre du Vietnam était une erreur. L'opinion publique était en forte baisse et descendit en chute libre durant l'offensive de la Tête. Alors, l'offensive de la Tête était... C'est pas ça, je crois pas. Bon, bah, je m'excuse, mauvaise image. Bref, c'était une contre-attaque des troupes communistes pendant un cessez-le-feu qui fut extrêmement brutal. Il coûta la vie à de nombreuses troupes, des deux côtés d'ailleurs. Événement fort médiatisé, il entraîna un choc national aux États-Unis à cause des images et puis films d'extrême violence qui provenaient du Vietnam. Il y a eu comme une espèce de réveil. Là, les États-Unis ont réalisé que le Vietnam, c'était pas très beau. Évidemment, Johnson se montrait confiant. Vous inquiétez pas, Américains et Américaines, le Vietnam, c'est dans la poche, répétait-il. Même s'il répétait depuis 1964, donc ça perdait de crédibilité. Conséquence directe de ces vaines répétitions était évidemment sa popularité qui baissait rapidement. La confiance de la nation envers Johnson baissait de 48 à 36% en une année. Puis la confiance nationale de sa gestion de la guerre tomba de 40 à 26, de 40 à 26%. Donc il y avait un quart des Américains qui pensaient qu'ils géraient bien la guerre du Vietnam. Il était dans une impasse politique en plus, parce que où il respectait le New Deal, qui est la redistribution des richesses, ou il finançait davantage la guerre du Vietnam, qui commençait à devenir une cause perdue. En 1968, les tensions sociales, mais aussi politiques augmentent car les élections approchaient, la fin de l'année. Et le 4 avril, là c'est la bonne photo, c'est l'assassinat de Martin Luther King qui a lieu dans ce motel. Ça a eu l'effet d'une bombe, littéralement. 80 émeutes simultanées éclatèrent subitement dans tout le pays, avec la garde nationale qui dut intervenir pour tenter de maîtriser le chaos dans les rues. On dirait que les mesures non violentes de MLK sont mortes avec lui, car pour le restant des années 60, les mouvements et émeutes atteignirent un niveau inégalé de brutalité. Une ambiance morbide se fit sentir aux États-Unis, non seulement à cause de la guerre du Vietnam, mais aussi des assassinats de personnalités populaires. Donc, à part MLK, nommons Malcolm X en 1965, qui est à sa droite, activiste noir américain qui représentait l'exact opposé de Martin Luther King, et Robert Kennedy, le petit frère de John F. Kennedy, qui allait être nommé candidat démocrate officiel pour pouvoir remplacer Johnson. Donc en août 68, alors que durant la convention des démocrates à Chicago, Johnson déclarait qu'il ne se représenterait pas, la SDS, les mouvements hippies, bref, toute la nouvelle gauche tente de se faire entendre dans la convention, s'invite dans le bâtiment. C'est le chaos total que l'auteur nomme le chaudron. Immédiatement, plus de 20 000 policiers puis 600 soldats de la garde nationale sont dépêchés sur les lieux pour contenir la situation, puis mettre tout le monde dehors pour que les démocrates puissent travailler. Étonnamment, il y a eu plusieurs arrestations, quelques blessés, mais aucun mort. Là, par exemple, il y a 7 000 protestants, 6 000 policiers et 18 000 soldats de la garde nationale. Donc c'est du monde. Okay. Robert Kennedy devait être nommé candidat du Parti démocrate, mais sa mort change tout en fait. Et puis ça va être Hubert Humphrey qui va le remplacer, qui est choisi à sa place, qui n'est vraiment pas aussi populaire. D'ailleurs, si je me demande qui est Hubert Humphrey, personne ne va savoir qui c'est. C'est normal.
Alors, eh bien, cause directe, le 24 octobre 1968, c'est Nixon. Nixon qui est élu après un duel électoral assez serré, avec comme il est content. Pour le reste de cette année, il y a eu pas mal d'attentats à la bombe, surtout dans les universités, après quelques extrémistes manifestant leur mécontentement, car c'est un républicain. Depuis, la SDS oscillait entre deux principes. Bon, j'ai sauté ça. Le campus de Berkeley, qui était en Californie, c'est ça en ce moment, c'était comme la base de la SDS, qui offrait une base solide pour coordonner ces deux principes, c'est ça, dû à sa petite taille, politique relativement souple, ainsi qu'aux professeurs avant-gardistes, c'était donc la base de la SDS. Cette petite université est devenue célèbre à cause de cela, mais en mai 68, devant la montée de la violence étudiante, Reagan, qui va devenir président, qui était sénateur de Californie, envoie environ 3000 troupes de la garde nationale pour maîtriser le campus. C'est cette scène, peut-être la photo que vous allez connaître. Cette même année, la SDS tenta en vain de régler la question du féminisme, car deux femmes tentèrent de commencer une branche de la SDS spécialisée dans l'égalité des sexes, mais reçut trop peu d'appui de ses homologues masculins. Devant tous ces obstacles, ainsi qu'en réalisant que leurs efforts étaient vains, les étudiants de la SDS devinrent de moins en moins motivés à s'impliquer politiquement, et ce, à partir de fin 1968, année qui était bien trop mouvementée pour eux. Gatlin lui-même commença à se désintéresser du sort des étudiants, étant proche de finir son doctorat à Berkeley. À partir de 1969, l'année suivante, ils commencèrent à faire défaut à leurs alliés de la nouvelle gauche, c'est-à-dire les Noirs américains, les femmes, toutes les minorités en fait, qui avaient besoin d'eux. Car en août 1969, ils sont occupés à faire autre chose. Beaucoup d'étudiants, ils sont quasiment un demi-million ici, qui participent au fameux festival de Woodstock. Ils ne sont pas dans les rues en train de manifester. Pour s'éloigner de leurs préoccupations sociopolitiques. Cette même année, en mi-juin 1969, la SDS organise une convention à Chicago, puis ce sera la toute dernière, puis ce sera le lieu de l'implosion de la Société des étudiants nationale, composée de membres qui n'ont plus autant de volonté de se battre pour leurs conditions, sans vous en vaincus. La SDS fond d'elle-même, implose au courant de l'année aux grandes dames des autres groupes de la nouvelle gauche, donc les hippies, noirs américains, pacifistes, etc., qui se sentent abandonnés, qui comptaient en plus sur leur aide. En mai 1969, Richard Nixon trouva le moyen de calmer quelque peu la nation américaine. Il allait retirer les troupes américaines du Vietnam. En effet, ces généraux et lui-même le savaient fort bien à cette époque. La guerre ne pouvait pas être gagnée, ils étaient juste envahis de Vietnamiens. Le gouvernement organisa donc une retraite de 65 000 soldats en 1969 et 140 000 en 1979. Donc, pour gagner du temps, Nixon a trouvé l'astuce, c'était de dire qu'il quittait le Vietnam. Donc, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il retirait peu à peu les troupes, et ça va durer en fait 4 ans pour retirer la totalité des troupes. Par contre, il accélère la cadence des bombardements en Asie, et puis, au cours de la guerre du Vietnam, 8 millions de tonnes de bombes ont été larguées en Asie. C'était 4 fois plus que la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez une référence. C'est ça, la SDS fond d'elle-même. Ces gênants mouvements sociaux neutralisés, les républicains parvinrent peu à peu à arrêter l'hégémonie des démocrates pour les remplacer puis établir leur propre domination sur les prochaines décennies. J'en arrive à la partie critique. Voilà, c'est un livre très intéressant, il demeure très incontournable pour tout amateur, aussi bien que professionnel des mouvements sociaux des 60s américaines.
Les témoignages d'anciens activistes de SDS sont rares, et puis celui de Guetrin est d'autant plus intéressant qu'il a été le président, donc il sait de quoi il parle. Bien qu'il s'agisse d'un bon livre, il faut cependant reconnaître quelques failles, bien sûr. Il a été écrit en 1987, donc 20 ans après les événements, la mémoire étant une faculté qui oublie. Il a dû utiliser une grande partie d'ouvrages de référence, qui a une impressionnante bibliographie, en fait, très intéressante, qui sont heureusement soigneusement entreposés à la fin. Donc, qu'est-ce qui est à lui, qu'est-ce qui est à quelqu'un d'autre? Également, étant le président de SDS et puis écrivant souvent dans le recueil à la première personne, l'objectivité et l'impartialité des fois peuvent faire défaut. L'auteur profite pour se valoriser un petit peu, pourquoi pas en premier. Un spécialiste devrait donc prendre les passages subjectifs avec un certain recul, sans surprise d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un ouvrage positiviste, c'est-à-dire qui se penche sur l'expérience et puis la mémoire plutôt que les chiffres, par exemple. Il manque une analyse un peu plus approfondie sur la société puis la politique des 60s, par exemple. Peut-être que cela attirerait l'attention d'un chercheur qui pourrait appliquer les méthodes d'histoire sociale et de postmodernisme, par exemple, afin d'étudier le véritable impact des étudiants durant cette histoire américaine. Puis finalement, dernier point, sans manque de conclusion. Donc le livre finit mollement, sans panache, sans s'arrêter pour se questionner sur ce qui a échoué, et surtout sans étudier quelles ont été les conséquences de l'implosion de SDS. J'ai parlé beaucoup, je m'excuse, mais ce sera tout. Question? On a le temps pour 2 questions. Voilà, donc j'ai fait un résumé étendu parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire passer à travers les 60s comme ça, vous savez qu'est-ce qui se passe. Merci bien.